Le podcast Roman avec S. Salut et bienvenue pour cette deuxième saison de la chaîne Roman avec S. Moi-même, Roman Farine, je suis là aujourd'hui pour t'accueillir dans ce nouveau format. Je suis hyper contente qu'on se retrouve ici. Et sans plus attendre, je t'emmène avec moi pour découvrir ce prochain sujet. Aujourd'hui, on va parler de limites de la compétence. Alors, histoire de bien comprendre de quoi on va parler, je vous propose un petit tour de dictionnaire. Pour le mot compétence, j'ai retenu la définition « capacité reconnue en telle ou telle matière en raison de connaissances possédées ». Et pour le mot limite, j'ai retenu « indique un seuil au-delà duquel quelque chose n'appartient plus à l'ensemble donné ». Voilà, donc l'ensemble donné de connaissances, aller au-delà de ce que l'on sait, simplement, voilà, je pense que même sans définition, en fait, on comprend très bien de quoi il s'agit. Alors pourquoi en parler ? Propulsé depuis quelques petites décennies dans un monde où l'accès à l'information est à la fois facile et rapide, à contrario de certaines autres époques, il est très aisé de lire absolument tout et son contraire, notamment sur internet, mais également dans des bouquins. Ces informations auxquelles nous avons accès H24 proviennent forcément de quelque part. Il y a donc quelqu'un qui à un moment donné a écrit quelque chose. Vous sentez mon envie d'être générale ? Alors perso, je me pose la question, et aujourd'hui encore plus. La légitimité de cette question dépend de plusieurs facteurs, 4 que j'ai définis ainsi. Le premier facteur, qui parle ou écrit ? Le deuxième facteur, sur quoi, sur quel sujet. Le troisième facteur, est-ce que la personne est compétente, légitime dans son propos, et si oui, à quel degré. Et enfin, quatrième facteur, est-ce qu'il existe des biais, des intérêts de type économique, politique, etc., etc., etc. Alors pourquoi se poser la question de qui parle ? Et j'ai même envie de dire assez rapidement qu'on va mettre en relation qui parle avec sur quel sujet. Parce que ma grand-mère qui parle de son enfance, c'est plutôt légitime. Mais ma grand-mère qui parle de l'enfance de quelqu'un qu'elle connaît pas, ça soulève des questions quant à la légitimité de son propos et même de sa véracité en fait. Alors, ce n'est qu'un exemple pour mieux contextualiser cette relation entre le sujet et son sujet. Voilà. Mais je vais vous proposer un peu plus tard un autre exemple, un chouïa plus élaboré, on y reviendra. On voit depuis le début de l'ère fabuleuse des internets que l'affluence y est faite de manière rapide, très rapide et exponentielle. On y retrouve une quantité faramineuse de personnalités différentes, chacune possédant ses propres compétences, parfois très diverses et variées. Le partage d'opinions, de recherches, d'avis qui divergent ou convergent, c'est un socle de notre société et c'est donc pas très étonnant que ce genre de schéma se reproduise sur ce canal. Sauf que, tout comme dans le monde matériel, parfois ça peut poser problème. Chaque jour voit éclore son lot de nouveaux contenus, écrits et puis parfois récités par un tel ou une telle. Et j'aimerais bien vous dire que tout le monde est légitime dans son propos, mais c'est pas le cas. À plusieurs reprises, tout au long de notre vie, on nous apprend à vérifier nos sources, à nous poser des questions, à ne pas partir du principe que d'être conscient qu'il existe des biais et des intérêts, c'est plutôt pas mal de le savoir en fait. Alors on analyse, on dépouille, on découvre des avis qui sont contraires aux nôtres, et tant mieux en fait, c'est vraiment une bonne chose. Alors pourquoi avec internet, alors qu'on sait qu'on peut y trouver des informations qui sont fausses, on est moins vigilant ? Eh bien en fait, est-ce qu'on s'en rend vraiment compte ? Pas toujours. Selon les âges, les cultures, l'accès préalable à ce genre d'outils, il existe une quantité de paramètres différents qui font qu'on est plus ou moins crédule et sensible à ce que l'on peut trouver comme information sur le web. Alors, ça vous est déjà probablement arrivé d'avoir mal à la tête de manière un peu différente que d'habitude, ou de ressentir une sensation ou une douleur étrange quelque part dans votre corps. Bref, comme beaucoup de gens, vous avez probablement déjà cherché vos symptômes sur internet. Et là, c'est le cortège. Des centaines de pages qui se succèdent, des vidéos à n'en plus finir, des avis, des conseils, des cancers aussi. C'est le bordel. Inconsciemment, on sait plus où donner de la tête, alors on clique sur un lien dont le titre nous parle plutôt bien et on lit le contenu avec plus ou moins de sérieux. Alors ça a l'air anodin comme ça, mais si on oublie de prendre du recul face au contenu que n'importe qui finalement peut publier sur absolument n'importe quoi,
alors on laisse la porte grande ouverte à des informations qui sont potentiellement fausses, voire même néfastes. Et le mot peut sembler exagéré, mais malheureusement pas. Alors sans avoir besoin de citer de nom, on pouvait trouver sur YouTube il y a encore peu de temps une vidéo d'un gourou de la santé entre guillemets alternative qui proposait aux jeunes parents de remplacer le lait maternel par de l'eau de coco. Alors comme ce gourou exerçait une influence très forte sur son auditoire, plusieurs couples ont alors mis en pratique les conseils de cette personne en qui ils avaient confiance. Et ce, au détriment, dans certains cas médiatisés, de la vie de leur enfant. Alors on peut retourner la chose dans tous les sens, dire que le bon sens n'avait qu'à primer, que c'est la responsabilité finale des parents, qu'ils n'avaient pas à donner l'eau de coco, qu'ils avaient qu'à vérifier, ou encore que ça paraissait logique. Alors maintenant, je vous laisse faire le parallèle avec des sujets actuels. On est toujours plus intelligent après, n'est-ce pas? C'est toujours plus simple de blâmer la victime. Le problème, c'est pas le parent qui donne l'eau de coco. C'est la source du message. Le gourou n'était pas compétent en matière de santé infantile. Il a cependant utilisé son influence et la confiance qu'ont placé en lui des milliers d'abonnés pour passer un message qui est faux, mais en plus de manière complètement délibérée. Alors pour prendre un peu plus de recul, dites-vous que c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Tous les jours, des gens outrepassent les limites de leurs compétences et divulguent des informations qui sont fausses. Et ça s'arrête pas sur Internet. Parce que quand on a lu sur ce site que c'était une bonne idée de manger XY chose pour faire passer son mal de tête, et que le lendemain on en a parlé à notre collègue sans vraiment vérifier l'information, eh ben on est potentiellement nous-mêmes en train de propager une information qui est potentiellement fausse. Et après vous connaissez, l'information passe, est déformée, transformée, et on se retrouve avec beaucoup de contenu, pas tout à fait exact, bref, en tout cas pas du contenu de bonne qualité. Les dommages collatéraux varient forcément en fonction du sujet, d'où l'importance de savoir qui parle et de quoi. Alors on va analyser nos cas de passoire. Qui parle et de quoi? Alors comme mon précédent exemple illustrait, il est hyper important de savoir qui parle et de le mettre en relation avec un sujet. Si mon médecin, par exemple, me communique une information sur le climat, j'aurai une approche différente que s'il me parle de pathologie hivernale, comme par exemple le rhume. En effet, son parcours de vie l'a amené à faire un certain type d'études, en l'occurrence la médecine, et à moins qu'il soit un ancien climatologue, je pense sincèrement que si je cherchais des informations relatives au climat, j'irais plutôt m'adresser à une personne compétente en la matière, par exemple un climatologue reconnu comme étant compétent. Alors je ne remets pas en cause les compétences de mon médecin dans son propre domaine. Et encore, ça, ce serait quelque chose à vérifier. Mais dans celui dont il n'est pas professionnel, ou en tout cas dans celui dont là où il n'est pas compétent. Il n'y a pas besoin forcément d'être professionnel, me direz-vous, et je peux agréer sous certaines conditions, en effet. Mais j'aimerais surtout dire que la professionnalité ne fait pas tout. Parce que des médecins qui disent n'importe quoi sur des sujets relatifs à la santé, il y en a beaucoup, comme des personnes qui ne sont pas médecins et qui disent des choses qui sont très intelligentes sur des sujets qui sont relatifs à la santé. Nous sommes humains et nous pouvons tous faire des erreurs, des imprécisions, et c'est normal. Mais dans certains cas, il est aussi important de reconnaître qu'il est peut-être parfois mieux de se taire, plutôt que de dire des choses comme « après je dis ça, je dis rien ». Tous les jours, les limites des compétences sont franchies, et parfois avec bienveillance, ce qui rend le tri encore plus compliqué. Alors si on prend notre troisième passoire, à savoir quelle est la légitimité de mon interlocuteur dans le sujet qu'il aborde, je permets de mettre en partie de côté des aspects qui sont un peu subjectifs. Alors vos proches, par exemple, vous veulent probablement du bien, et vous conseilleront tel ou tel remède pour aller mieux en cas de maladie. Voilà. Et je ne parle pas forcément que de mots physiques, mais également psychiques. Sauf que, et même avec tout l'amour que vous leur portez, à moins qu'ils soient compétents en la matière, et ou professionnels, reconnus comme étant compétents, ils ne sont pas légitimes. Et l'expérience professionnelle n'apporte pas de facto une certaine légitimité de parler d'un sujet, surtout quand il s'agit d'un sujet qui touche à la santé et qui peut avoir des répercussions qui sont plus ou moins graves. Et quand je dis santé, je précise inclure volontairement santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, bref, tous les types de santé quoi.
Alors ça peut parfois être très frustrant parce qu'on a envie d'aider les gens qu'on aime, mais vraiment, des fois, c'est mieux de rien dire. Ou de juste simplement conseiller d'aller voir quelqu'un qui est compétent en la matière, quoi. Parce que potentiellement, vous pourriez être amené à dire des choses qui sont d'une certaine manière néfastes. Et vous allez plus nuire à la santé de la personne que l'aider, en l'occurrence. Et ça, c'est pas ce que vous cherchez à faire. Vient la 4e passoire, qui est de savoir s'il existe des biais cognitifs ou des intérêts quelconques, voilà, pour abréger. Si en étant l'exemple donné plus tôt, mon médecin, lors d'une consultation, me parle d'un sujet qui est relatif à la santé, a priori, on va partir du principe qu'il est compétent dans son domaine. Sauf que, il s'avère qu'il a un intérêt, que je connais ou non. Alors s'il fait son travail avec déontologie, il fera tout son possible pour reconnaître, puis écarter les biais auxquels il est soumis, et il n'aura aucun autre intérêt dans l'exercice de sa profession que le bien-être de son patient, de sa patiente. Donc même si j'ai le meilleur médecin du monde, et qu'il me propose un médicament plutôt qu'un autre parce qu'il est affilié à un fournisseur, chose que je sais ou pas, je dois le savoir idéalement. Potentiellement, ça changera fondamentalement rien pour moi. Car peut-être que ce médicament est tout autant efficace qu'un autre, mais c'est juste qu'il existe un intérêt. Alors, pourquoi préciser cela ? Parce que les intérêts ne sont pas forcément signes d'une incompétence. Voilà, il faut prendre en compte de quel type d'intérêt il s'agit, et si oui ou non, il a une répercussion, un impact en l'occurrence, sur la finalité de ce que l'on cherche à soumettre à la compétence de la personne. Je vous invite à réfléchir à toute situation où les limites des compétences peuvent être aisément et allègrement dépassées. Petit indice, il y en a beaucoup. Alors, petit conseil, ne buvez pas les paroles d'une personne sous prétexte qu'elle a l'air de savoir de quoi elle parle. Continuez d'être curieux, de chercher, de lire, de comparer, et même quand un sujet va au-delà de votre compétence, enfin de votre propre compétence en la matière. En fait, c'est pas grave de pas être compétent et d'être un novice. C'est même une bonne chose, ça laisse pas mal de place pour toutes ces nouvelles choses qu'on peut apprendre. Et puis dans tous les cas, on est forcément amené à apprendre de nouvelles choses au fur et à mesure que le temps passe. Bref, non, on peut pas tout savoir sur tout, et c'est tant mieux. Soyons par contre suffisamment vifs pour ne pas tomber dans le piège mental de ne chercher qu'à prouver ce que l'on sait déjà, au détriment de faits et du travail d'autrui, dont c'est justement le champ de compétences. Forgeons-nous un avis par nous-mêmes, oui, mais au moyen de l'aide de personnes compétentes. Voilà, merci pour votre écoute. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'ai été très contente de pouvoir faire cet épisode et j'espère qu'il vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à commenter, à partager, à faire part de vos remarques, de vos questions peut-être même. Enfin bref, communiquez-nous, partagez avec nous vos avis et vos idées, et enfin bref, ce que vous avez envie tout simplement de partager. Nous en tout cas, ça nous fait toujours hyper plaisir de découvrir vos petits messages et vos mots, donc vraiment, ne vous retenez pas sur ça, sans être méchant s'il vous plaît. Dans tous les cas, on se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode format court ou autre, à voir en fait. On verra bien ce qui passera d'ici là. Je vous souhaite de passer une excellente vie. Portez-vous bien et on se voit tout bientôt. Bisous, bye bye. Ouais. C'est très sympa tout ça. Aïe aïe aïe, j'ai même fait un petit fond d'écran, vous avez vu? Vous savez ce que c'est? Alors, histoire de ne pas perdre les bonnes habitudes, je vous propose une œuvre que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. C'est le film Le Château Ambulant de Miyazaki. Et puis, simplement, il faut voir ce film avant de mourir. C'est une absolue nécessité. Encore une fois, merci et à bientôt. Hein? Bye!